Bonjour à tous, c'est jour de débrief dans Smart Tech. À la une de ce débrief, on va parler des banques, des assurances qui recherchent des développeurs COBOL. Désespérément, j'ai envie de dire, un langage de programmation qui est vieux de plus de 60 ans et qui a du mal à faire des adeptes aujourd'hui. On parlera aussi de Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, qui a reçu l'autorisation pour tester ses implants sur des cerveaux humains. L'idée est de connecter nos cerveaux aux machines. On débattra également de la sensibilisation au cyberharcèlement qui va arriver donc dans tous les collèges à la rentrée, nous a dit le ministre Jean-Noël Barrot. Et puis cette intelligence artificielle qu'on essaye de réguler en Europe, est-ce que le Parlement européen a une position excessive? C'est ce que dit également Jean-Noël Barrot. On débattra du peut-être bannissement de Twitter, en tout cas de sa sortie de l'Alliance contre la désinformation européenne, et puis de la CNIL qui émet des premières réserves quant à la fusion possible, probable, de la carte nationale d'identité avec la carte vitale. Deuxième partie de Smart Tech, ce sera notre rendez-vous découverte. On va parler d'une application qui permet de louer son appartement à la journée. Grosse opportunité pendant les Jeux Olympiques 2024, vous l'imaginez bien. On terminera avec notre regard sur où va le web et le chinois Alibaba qui lance son Cloudverse. Mais d'abord, je vous propose que l'on revienne sur cette levée de fonds dans la cybersécurité pour voir comment ce secteur est en train de se muscler. Aujourd'hui avec moi sur le plateau de Smart Tech, l'entrepreneur de la tech Yann Lechel. Bonjour Yann. Le fondateur de VitaScience Léo Briand et le délégué général du SIGREF Henri Dagrin. Bonjour à tous. Je vous propose que l'on donne la parole tout de suite à Fabien Dombard qui va nous parler de la cybersécurité française. Fabien Dombard, vous travaillez pour Sequoia, start-up donc française de la cybersécurité qui a d'ailleurs un pied à Rennes, un pied à Paris. Et un pied déjà à l'Europe, donc moi-même en Allemagne. Basé en Allemagne, mais on a aussi donc des collaborateurs au Portugal, en Norvège et aussi en UK, donc en Angleterre. Voilà, donc vous faites partie de ce qu'on appelle les pépites de la cyber. Et vous avez levé la semaine dernière 35 millions d'euros. J'imagine que ça n'a pas été simple de réaliser ce tour de table dans le contexte actuel où on dit les investisseurs particulièrement frileux, voire contractés. On parle d'un montant très important. Hein, quand on annonce 35 millions de tours de table dans la cybersécurité, on s'en félicite. Mais je me demande d'ailleurs, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle avec 35 millions d'euros? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a les reins solides dans la cyber? Alors déjà, merci. Oui, je pense que c'est une réussite. On est vraiment très heureux d'avoir pu amener ce tour de table à sa fin dans un contexte effectivement assez tendu. Mais on a pu aussi avoir donc le soutien de nos investisseurs historiques aussi qui ont remis donc sur Vous pouvez les citer, hein, BNP. Oui, donc BNP Paribas, Omnes, Seven Ventures et donc la Caisse des dépôts, Banque des Territoires est donc rentrée avec Brightpixel qui est donc aussi un historique de la cyber mais à l'européenne. Donc, qui est basé au Portugal. C'est un fonds portugais. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est un joli montant. C'est un des plus jolis montants, je pense, dans cet écosystème depuis le début de l'année. Alors, est-ce que ça nous permettra d'assouvir nos ambitions? Oui, on pense qu'aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir donc de 12 à 18 mois les moyens de nos ambitions en se focalisant sur l'Europe, premièrement. Donc, ces 35 millions s'ajoutent aux premiers 10 millions exactement, levés. Et vous avez annoncé qu'avec cet argent, vous allez en premier recruter. Tout à fait, puisque derrière la cyber, derrière les machines, il y a des humains autant du point de vue de nos clients, parce que nous, on protège des employés et l'économie à travers ça, mais pour ce faire, donc, on va recruter. Aujourd'hui, on a passé le cap des 100 collaborateurs chez Sequoia.io, et donc on a l'ambition de doubler sous 24 mois ce chiffre. Alors comment vous allez faire? Vous allez chercher d'abord quel type de profil? Vous allez chercher où? Exclusivement en France? On a des postes ouverts dans différents niveaux, autant en termes de développement, en termes de force de vente, etc. Et donc, on va recruter autant à travers notre réseau. C'est aussi le réseau de nos investisseurs. Ça fait aussi partie de ce qu'amène un investisseur donc sur la table lors de ces discussions. Et donc, on va recruter à l'international, pas nécessairement
sur des localisations particulières. On va aller travailler là où les gens sont. Hein. On va chercher les talents là où ils sont. Ouais. Et donc, on est une entreprise qui est déjà structurellement adaptée. Et quelque part, grâce malheureusement au Covid, on est tous aujourd'hui à travailler aussi plus ou moins en distanciel. On a ces capacités aussi. Ça, c'est vraiment un changement important. Hein. Ouais, d'aller recruter directement à l'international. Et c'est une organisation, j'imagine, pas toujours simple à mettre en place. On va parler de la technologie de Sequoia. Donc, détection et aussi réponse étendue aux cyberattaques. Peut-être préciser ce qu'on entend par étendue. Oui. Alors nous, on est donc le cockpit, la tour de contrôle cyber pour l'entreprise. Hein. Donc les entreprises ont investi déjà massivement dans différents types de technologies. Malheureusement, c'est donc des technologies qui sont pas qui sont chacun dans leur coin. Et donc, nous, notre travail, c'est d'amener l'ensemble de ces signaux, des alertes, mais aussi des signaux faibles, de manière à pouvoir détecter la menace. Pour ce faire, on a une équipe dédiée de renseignement qui va construire l'ensemble du contenu, qui va rechercher donc cette menace et qui va construire l'ensemble du contenu qui va être utilisé dans le produit de manière à protéger nos clients, donc en anticipation et lors des phases donc de réponse, avoir cette capacité de compréhension de la menace de manière à avoir une réponse. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui sur le marché ? Alors, ce qui va nous différencier, c'est donc d'avoir ce qu'on appelle le time to value le plus court, donc avoir cette capacité d'amener les signaux des clients et de directement produire donc ces alertes de haute qualité. Et donc, pour ce faire, on a aussi donc un modèle ouvert, c'est-à-dire qu'on va s'intégrer avec l'ensemble des technologies. Aujourd'hui, on a plus de 130 partenariats, autant technologiques que de services, qui permettent d'avoir donc cette intégration à tous les niveaux, de manière à supporter les entreprises dans leur défense contre ces menaces et dans la réponse des menaces jour après jour. Et vous nous parlez de la partie renseignement en nous parlant d'humains. Vous intégrez aussi un peu d'intelligence artificielle, j'imagine. Tout à fait. D'autant plus que donc, le principe de construire donc, cet écosystème cyber autour des différentes solutions présentes, mais aussi d'ouvrir des options pour les solutions futures, les intégrer dans nos plateformes. L'idée, c'est de pouvoir donc, capter aussi tous ces signaux faibles de manière à pouvoir donc, détecter des choses qui ne sont pas encore connues, mais aussi de fait de la puissance de la plateforme, dès lors où on peut détecter donc, une attaque sur un client en particulier, de pouvoir utiliser cette information de manière à protéger l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, notre ambition, donc, c'est d'avoir plus d'1 million d'utilisateurs protégés, donc d'employés protégés en 2023. Donc, on commence juste là et a priori, en Europe, on va aller bien plus haut. C'est compliqué d'aller conquérir l'Europe ? Alors, moi-même, vivant en Allemagne... Quand on dit l'Europe, on a l'impression que c'est un marché comme ça, uniforme. Pas du tout. Non, pas du tout. Et souvent, on est comparé aussi, évidemment, aux Américains, aux solutions américaines et autres. Hein. Eux, ils ont la chance d'avoir un très grand marché relativement homogène. Nous, on a donc aussi ces différences culturelles, etc. Donc, il y a beaucoup de coopération, il y a beaucoup de challenges dans de se faire. Mais c'est quelque chose dont on est déjà habitué. Il y a tout un réseau donc, de partenariats. Donc, les 130 partenaires de services aussi et de technologies dont je parle, c'est des entreprises qui sont aussi transnationales. Des fournisseurs de services de sécurité et autres, et qui donc aussi nous permettent assez facilement d'aller... Et quand on va voir ces clients, on leur dit on est une boîte française ou pas ? Alors, nous, on est une boîte européenne. Alors, nécessairement, c'est une préférence Alors, nous, on a développé européenne. Un modèle qui fonctionne très bien en France et on va le répéter, évidemment, à l'européen. Clairement, aujourd'hui, notre positionnement, c'est d'être une entreprise européenne. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'être une entreprise européenne ? Alors, je pense oui. Moi-même vivant en Allemagne et sur la route depuis une quinzaine d'années, je pense qu'aujourd'hui, le projet européen, a amené aussi cet ensemble coopératif entre... Bon, alors évidemment, il y a des frictions, hein, comme dans toute belle famille, mais ça nous permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus précise de qu'est-ce que la menace au niveau européen et d'amener donc, l'ensemble des décisions de manière aussi à protéger individuellement les clients pays par pays. Une réaction sur la levée de fonds réalisée par Sequoia ? On est très contents. Ah oui, c'est une très très belle opération. Mais ça pose quand même un sujet, enfin moi c'est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement attentifs depuis très longtemps aussi, c'est celui de la capacité du système académique à produire les compétences dont on a besoin en France. Tout à fait.
avec deux sujets. C'est celui, d'abord, de montrer que ces métiers de la cybersécurité, du numérique en général, mais de la cybersécurité, sont des métiers extrêmement intéressants. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette paradoxe où on manque de compétences et où on a des formations de très haut niveau qui font pas le plein. On a un problème dans cette société française où on n'a pas vu que ces métiers sont les métiers de demain, ce sont les métiers qui vont construire l'avenir économique de notre pays. Est-ce que c'est un problème franco-français ? C'est assez c'est Europe global, occidentale, ouais. mais quand même en France, ça prend des proportions qui sont complètement inconsidérées. Ouais. Et là-dessus, vous n'avez pas de filles. Ouais. Et donc, les femmes ne s'intéressent pas à ces métiers. C'est vraiment un scandale. On est dans une situation absolument, je pense, dramatique. Je Bon, pourrais vous et c'est- contredire, on a beaucoup de femmes qui travaillent Ah, mais chez nous. vous, Et Ah, bah, c'est super. Elles représentent 10%, 10-11% en France des effectifs techniques de la cybersécurité. Tout à fait. Et chez Regardez vous, dans les- chez vous, combien ? Chez nous, bien plus. Et on a d'ailleurs un certain nombre de porte-parole Sequoia qui sont donc des femmes et on en est très fiers. Non, mais c'est une excellente chose. Mais Surtout des recherches. globalement, en France, c'est 10-11%. Ouais. Et c'est vraiment un drame sociétal qui s'ajoute à une catastrophe économique. Il y a quand même des efforts qui sont faits dans l'éducation à la cybersécurité de plus en plus. Là, il y a le campus cyber qui est un énorme projet de formation qui a eu le jour il n'y a pas longtemps. Qui nous est envié d'ailleurs à l'échelle européenne, je peux vous le dire. Ah ouais. Oui, le C'est vrai que modèle, c'est une très belle le réussite. modèle est en Mais ça- train de se mais ça reproduire. prend du temps, ça. Allez, je vous ai lancé sur le débrief. On y va. Débrief hebdo de Smartech. Les débatteurs de Smartech s'appellent Yann Lechel, entrepreneur de la tech, PDG de Sens Digital, votre société de conseil et d'investissement, Yann. Oui. Léo Briand, cofondateur et président de VitaScience, donc une plateforme dont on a parlé ici même en interview, plateforme éducative qui a été pensée pour apprendre le code à l'école et puis qui propose aussi des outils innovants d'enseignement. Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, vous représentez un réseau des directions informatiques des très grandes entreprises et administrations publiques françaises, tous ceux qui sont impliqués dans cette transformation numérique. Et restez aussi avec nous en plateau Fabien Dombard, le directeur expérience client de Sequoia, et vous représentez aussi Sequoia en Allemagne. On commence avec cette première actualité. Recherche développeur COBOL désespérément, ce sont les banques et les assurances qui se retrouvent en pénurie de main-d'œuvre, de talents, mais de talents sur un langage de programmation sexagénaire que l'on n'apprend plus vraiment sur les bancs de l'école. Alors ma première question, qui maîtrise le COBOL ici autour de la table ? ChatGPT. GPT, c'est une bonne réponse. Parce que ce langage est connu, il est scripté, scriptable, il y a suffisamment de corpus pour que l'on puisse régler ce problème. Donc je ne suis pas inquiet. Après, quand on entre dans le secteur de la banque et de l'assurance, je ne suis pas sûre qu'ils accueillent la réponse comme ça, à bras ouverts, en disant « Ok, on va filer ça à ChatGPT Un peu plus compliqué que ça, quand même. ». Ouais. Surtout que les problèmes de sécurité qui sont introduits quand du code est généré, on ne peut pas forcément les voir si on ne connaît pas vraiment bien le langage. Absolument. Donc, quand on voit qu'il y a potentiellement les risques associés sont énormes, s'il y a une virgule qui manque dans le code, potentiellement, on ne peut plus faire des virements bancaires. Enfin, les conséquences économiques sont énormes derrière, j'imagine. C'est comment on n'a pas vu venir ça, moi, c'est ça surtout qui m'interroge. Alors là, on le voit venir. Enfin, j'entends C'est pas parler nouveau. Ouais. du manque de Oui, donc là, on développeurs arrive au pied du COBOL. mur et on n'a toujours pas de solution. Mais- Souvenez-vous du bug de l'an 2000. Oui, oui. Bah oui. C'était déjà la même histoire. Bah oui, Je on me est souviens, allé ouais. chercher, il y a 23 ans, on est allé chercher des cobolistes dans Ouais. tous les sens pour leur faire changer les 2 digits pour passer Ouais. sur 4 digits pour la date. Mais D'ailleurs, ça a fonctionné, on n'a pas eu de bug de l'an 2000 en vrai. Voilà. En fait, ça a très bien fonctionné, oui. Il n'y a pas eu de crise. Je ne sais pas Il y a si eu- c'est grâce à eux, mais ça, Il y, a, c'est il y a- notre il y a eu un travail de fond qui a été fait. Moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais impliqué à l'époque dans le sujet. Il y a eu un travail de fond, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de problème. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas eu de crise dans la réalité. Et des cobolistes, ça fait très longtemps qu'on en cherche et qu'on veut en former. C'est vrai que ça attire pas beaucoup. C'est pas extrêmement fun d'aller travailler sur le code des banques et des assurances. Et aujourd'hui, ça attire peu, mais les jeunes ou les moins jeunes qui se mettent au COBOL, ils trouvent du boulot, mais alors... Ouais. et puis D'ailleurs, il y a ils en ont des pour formations qui années, sont hein. proposées par Ils Pôle en ont emploi. pour des années. C'est assez malin ça. Et en bon start-upper, je dirais que là où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Ouais. Et je peux dire qu'il y a des fintechs qui travaillent justement sur ce problème de transition des ordinateurs centraux, donc ces mainframes, sur des bases beaucoup plus modernes. Hein. Mais de manière plus Oui, Yann. sérieuse, je pense que les modèles linguistiques vont permettre d'aider les humains
à monter rapidement en compétences, produire du code, évidemment le vérifier parce que c'est important si c'est un sujet critique dans une banque par exemple. Donc il y aura toujours un human in the loop dans ce process, mais ces technologies vont nous aider justement à pallier à ces langages, voire langues. Oui, c'est un nouvel outil sur lequel on peut s'appuyer, absolument. Et alors, à l'école, vous ne permettez pas aux jeunes de découvrir le COBOL ? Alors, le ministère de l'Éducation nationale en France a fait un choix assez fort, c'est de dire c'est Python pour tout le monde. Ah oui. Donc, certains regrettent cette décision parce que c'est quand même un peu unilatéral et que ça s'applique à tout le monde, mais en même temps, c'est vrai que ça a la vertu d'unifier les enseignements, puisqu'avant, c'était un peu le Far West, où certains faisaient du C, d'autres faisaient du Python. Je pense que personne faisait du COBOL, mais peut-être certains enseignants, anciens banquiers, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais font ça. Aujourd'hui, le COBOL n'est pas enseigné du tout à l'école, en tout cas. Mais toutefois, on peut dire que la logique de programmation, les Anglais disent computational thinking, enfin vraiment la pensée computationnelle, c'est pas très joli en français. C'est quelque chose qui est assez transverse. C'est-à-dire qu'on acquiert une démarche qui nous permet ensuite d'être à l'aise avec n'importe quel langage de programmation. C'est ça. Non, en fait, dans tous les langages de programmation, on a les mêmes notions de boucle, condition, variable, fonction. Voilà, c'est les 4 éléments essentiels de la programmation. Une fois qu'on maîtrise ces notions-là, elles sont communes à tous les langages, même si la syntaxe n'est pas la même. C'est un peu comme quand on apprend à parler une certaine langue. Il y a des concepts d'adverbes, de mots, de phrases qui sont communs à toutes les langues, même si chaque langue après a sa syntaxe. Et c'est pas si simple d'être bilingue. Hein. Non. Mais sur ce sujet, quand même, toutes les grandes organisations qui utilisent aujourd'hui des mainframes et du COBOL sont quand même aujourd'hui engagées, et depuis des années, dans des démarches de transition progressive. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'elles sont chez vous aussi, ces grandes organisations. Elles sont toutes intégrées dans des démarches de transition vers le cloud, à travers Mais ça nécessite des processus et des organisations extrêmement rigoureuses. On parle de dizaines de millions d'euros pour migrer d'un système à un autre. Ce sont des démarches, en tous les cas, qui vont prendre des années, qui coûtent extrêmement cher, parce qu'il faut avoir en même temps des équipes qui soient capables d'assurer la maintenance et l'évolution des lignes de code. Il y en a 800 milliards, je crois, qui tournent aujourd'hui dans le monde de lignes de code COBOL. Il faut assurer leur fonctionnement, leur évolution, leur correction, leur adaptation lorsqu'il y a des législations qui changent ou des conditions qui changent. Et puis, il faut en même temps faire migrer vers, par exemple, la containerisation, Kubernetes sur le cloud. Cette migration est en cours, vous nous dites. Mais ça fait des années que c'est commencé. Mais ça nécessite des organisations extrêmement rigoureuses, où on a des équipes qui font du Java, Kubernetes dans le cloud, et des équipes qui font du COBOL, qui se parlent, qui sont capables de travailler ensemble, qui connaissent toutes très bien les process qui sont gérés, et on fait ça petit bout par petit bout. Et ça va prendre encore des années, tout en faisant à chaque fois des vérifications extrêmement rigoureuses du fonctionnement, parce que pour une banque, pour un assureur, pour un État qui utilise du COBOL, vous ne pouvez pas vous permettre de voir votre truc qui tombe. Sinon, les conséquences pour les clients, pour l'entreprise, mais également pour les clients, pour eux-mêmes. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Allez, on passe à notre autre actualité outre-Atlantique. C'est Neuralink qui a reçu, donc Neuralink, entreprise d'Elon Musk, faut-il le préciser, qui a reçu le feu vert des autorités sanitaires des États-Unis, la FDA, pour tester ses implants cérébraux sur des humains. Vous vous dites génial ou au secours ? L'évolution de l'interface homme-machine. Oui. Donc là, on parle de l'interface uniquement. Les craintes sont évidemment que cette interface soit connectée à cette IA, qui est un autre sujet dont on peut parler, mais globalement, ces interfaces homme-machine existent depuis un certain nombre de décennies. Sur le squelette, on peut y attacher des moteurs. On peut maintenant connecter le cerveau, en tout cas certaines parties du cerveau, à des interfaces qui vont stimuler certaines activités neuronales. Je me souviens, la console de jeu Atari en 1980 avait déjà un petit bandeau où on pouvait piloter une raquette. Ça ne marchait pas très bien. Mais on est dans l'évolution lente de ces sujets. Le danger, il me semble, il est plutôt du côté du logiciel que l'on adjoindrait à ces interfaces, parce que, évidemment, là, on ne maîtrise pas du tout ce que l'on va pouvoir faire.
Et puis l'idée de Neuralink, c'est de sortir du champ médical, de commencer par le champ médical, de fournir cette solution aux malades neurologiques, mais ensuite, à terme, vraiment de banaliser ces systèmes pour pouvoir nous connecter directement à la puissance des ordinateurs. Là, on entre dans le fantasme. Moi, j'y crois Fantasme, pas trop, je sais pas. Ouais. Moi, j'y crois pas trop à la notion que quelqu'un aille se faire une chirurgie pour s'ouvrir la boîte crânienne, mettre une puce dedans. Je pense que le non-invasif va plutôt prendre le dessus des capteurs qui viendraient se connecter. Je pense par exemple à Nawix, une start-up française qui fait des oreillettes avec une petite puce intégrée pour mesurer l'activité du cerveau. Donc bien sûr, la qualité du signal est moins bonne que si on a accès au cerveau, mais ça évite la chirurgie. Et je pense que c'est plus ce genre d'innovation qu'on va voir se répandre dans le public. Bon, après, on a déjà des personnes qui aujourd'hui ont accepté de se faire poser des implants. Il y a un exemple récent d'une équipe franco-suisse, notamment avec le CEA Leti à Grenoble, avec un hôpital suisse, qui ont réalisé une expérience tout à fait remarquable sur le plan d'abord de l'éthique médicale, tout ça bien encadré. On a connecté donc une partie du cerveau d'un malade qui était handicapé, qui ne pouvait plus utiliser ses jambes, à sa moelle épinière pour lui permettre de remarcher dans des conditions. Et tout ça étant piloté par une interface informatique. Ouais. Et donc, ça existe existe déjà. De la simulation aussi pour les malades de Parkinson, par exemple. C'est en intracrânien, on faisait aussi, je pense. Donc, en Europe, il y a les annonces, il y a la mousse médiatique, et puis il y a ce qui se fait. Et en Europe, je ne pense pas qu'on soit tellement en retard sur le sujet. En tous les cas, pour des traitements éthiques de certaines maladies. Oui. Je pense qu'on n'en est pas encore à parler de la cybersécurité, de ces sondes dans le cerveau. Sequoia va-t-il se mettre sur le coup? Le firewall du cerveau, on n'en est pas là, Ouais. malheureusement. Mais il faut lire sur ce sujet Snow Crash, Oui, tout à fait. qui est la nouvelle de Neil Stephenson, D'accord. déjà 25 ans, je pense. Et cette interface homme-machine était plutôt non-invasive, avec un laser qui venait balayer la rétine. Mais on parlait aussi de hacking, Tout à fait. de hacker le cerveau à l'époque. Mais c'est vrai que toute la question, c'est ce que vous dites, Yann, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme logiciel derrière, comment on va nourrir notre intelligence, comment on va marier l'intelligence humaine avec l'intelligence Et on le fait artificielle. déjà, et nous avons déjà tout ça aujourd'hui, ce sera évolutif. Le smartphone aujourd'hui dans notre poche n'est pas dans notre cerveau, mais c'est l'interface homme-machine par le biais du tactile et de l'œil qui fait que nous sommes déjà augmentés. Oui. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est l'évolution intermédiaire au niveau de la réalité augmentée. Voyons voir ce que Apple va sortir la semaine prochaine sur ces fameuses lunettes promises. Donc voilà, c'est l'étape intermédiaire et qui sera peut-être plus satisfaisante et plus facile à adopter pour le grand public. Bon, je vois que vous êtes assez serein en tout cas sur ce projet. Alors on passe à la troisième actu, sensibilisation contre le cyberharcèlement. C'est le ministre Jean-Noël Barrot qui, sur France Info, a dit qu'à partir de la rentrée, donc cette rentrée, tous les élèves de 6e suivront un module de sensibilisation pour les éduquer aux risques et aux bonnes attitudes à adopter en ligne en cas de harcèlement. Moi j'ai l'impression que c'était quand même déjà le cas, non ? Mais il y avait de la sensibilisation, mais pas un vrai passeport à passer avec une compétence. L'analogie qu'on peut prendre, je pense, c'est celle de la sécurité routière, qui faisait beaucoup de morts historiquement et qui en fait toujours, mais de moins en moins, heureusement. Et il y a eu l'ASSR, donc l'attestation de sécurité routière, délivrée au collège, en 5e et en 3e. Et ça a changé quelque chose, ça ? Alors, j'ai pas les statistiques, Ouais. mais à mon sens, en tout cas, ça a la vertu de sensibiliser les jeunes dès le collège. Maintenant, il y a une attestation en primaire aussi. Et donc finalement, sur le harcèlement, c'est quelque chose, je pense, qui va aller dans cette direction. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait plusieurs attestations au cours de la scolarité pour valider que les élèves sont tous sensibilisés. Donc vous, ça ne vous semble pas superflu ? Disons que ça ne résoudra pas le problème. C'est tellement profond comme problème, le cyberharcèlement, à l'école. Je pense que c'est un problème comme la sécurité routière qui va continuer à exister, mais on peut essayer de le réduire, en tout cas, en intensité. On a commencé par l'hygiène cyber, déjà il y a quelques années, justement, ne pas partager de mots de passe aussi, et donc sensibiliser les jeunes pour éviter justement ce genre de pratiques dangereuses. Et c'est simplement en fait aussi la prolongation de cet effort, je pense aussi, sensibilisation. Oui, c'est ça, parce que le sujet du harcèlement, c'est un sujet d'hygiène informatique, en fait. De comportement, mais C'est aussi savoir L'éducation comment... un petit peu. Alors, il y a un problème sociétal, mais qui ne va pas être réglé par un passeport ça, c'est sûr, contre le cyberharcèlement, je pense. Oui. C'est un problème bien plus profond de la société. Mais sur comment réagir, comment faire face
en cas de cyberharcèlement, c'est apprendre en fait à se servir des outils numériques, des réseaux sociaux. Et il me semble que c'est important que la société s'organise pour éduquer les jeunes parce que les parents ne peuvent pas suivre. Les parents, en fait, tombent dans le panneau et donnent à leurs enfants des tablettes bien trop tôt, sans garde-fou, les smartphones, les tablettes, etc. Et c'est, il me semble, une bonne idée que le gouvernement s'organise via l'éducation nationale, mais ça pourrait être d'autres mécanismes, pour faire que tout le monde monte en compétences parce que la technologie va trop vite. Justement, c'est impossible pour chaque parent de savoir exactement comment créer des garde-fous. Oui, et puis ils n'ont pas forcément même les codes. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que nous demandons, et nous l'avons écrit à la Première ministre, avec d'autres organisations comme Numéum, comme la Société informatique de France. Nous avons écrit en mois de décembre à la Première ministre pour lui dire, bon, écoutez, maintenant ça suffit, il faut que l'Éducation nationale prenne le projet à la racine et que l'on déploie depuis le primaire jusqu'à la fin du parcours scolaire ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est-à-dire qu'on est dans une société où il est absolument indispensable aujourd'hui d'avoir une formation sur tout le parcours scolaire, qui soit cohérente avec les âges, mais qui soit continue, cohérente également dans le temps et dans le parcours, et qui soit... Qu'est-ce qu'on met derrière ces humanités numériques ? Eh bien, tout ce qui permettra, demain, à des futurs citoyens, à des futurs professionnels, d'être des citoyens, des professionnels éclairés dans leurs usages du numérique et dans leur vie numérique, jusque dans ce qu'elle a de plus intime. Ça nous renvoie au cyberharcèlement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a comme une forme de pensée magique. On n'explique pas aux gamins ce qui se passe derrière la souris, ce qui se passe derrière l'écran. Et comprendre les mécanismes intrinsèques. On peut le faire de manière très simple. De ce que c'est que le numérique, ça doit faire partie aujourd'hui de la formation de ce que j'appellerais l'honnête homme du XXIe siècle, comme on parlait des humanités de l'honnête homme du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Ce n'est pas fait, ou c'est fait de manière trop parcellaire et de manière très incohérente. Et on rajoute un module ici, on rajoute un module là. Et alors qu'il faudrait qu'il y ait une logique d'éducation nationale, à ces sujets d'humanité numérique sur tout le parcours scolaire. Mais qui pour fournir cette éducation ? L'éducation nationale. Oui, non, mais je veux dire comme spécialité. C'est-à-dire, il nous faut des spécialistes du numérique ? Pas du tout, pas du tout. Les enseignants doivent être formés dès qu'ils sont recrutés à cette matière. Ouais. Ça ne va pas être simple, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ouais. Mais si on ne le commence jamais, on n'y arrivera jamais. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, quel que soit votre niveau de formation, quel que soit le cursus universitaire que vous avez suivi, vous êtes en mesure d'expliquer de manière simple, avec des modules. On a des associations. Vous-même, on est capable... Léo, ils n'en ont pas jusque-là, les enseignants, quand on leur parle du numérique ? Oui, mais c'est difficile. Après, on a vu quand même, il y a des exemples. Il y a aussi, par exemple, les premiers secours, où on a réussi à faire des formations dans le temps scolaire pour former les jeunes aux premiers secours, comment réagir s'il y a un arrêt cardiaque. Mais on fait appel à des intervenants extérieurs. Alors oui, parfois, mais les enseignants aussi sont impliqués dans le process. On ne prend pas les élèves, on les sort de l'établissement pour les faire une formation complètement en dehors des murs, coupée du temps scolaire. Il y a quand même un lien avec les enseignants. Ouais. Ah, mais attention, ce n'est pas un programme où on claque des doigts et puis ça va se faire demain. Il faut mettre ça en place, peut-être sur 10 ans ou sur 15 ans, mais il faut commencer à un moment et le faire dans la durée avec une politique publique ferme, ambitieuse, mais qui ait un objectif clair. Et ça va prendre du temps. Vous avez eu une réponse ? Pour l'instant, on a eu une réponse assez partielle, qui n'est pas, pour l'instant, satisfaisante de notre point de vue. Et on ne va pas lâcher l'affaire. Mais ça fait des années qu'on le demande avec des organisations comme Numéum ou comme la Société Partielle, c'est-à-dire ? Une réponse partielle ? C'est-à-dire qu'on a écrit, je ne vais pas dévoiler des annonces qui devraient être faites, encore que Jean-Noël Barrot l'a annoncé. Par exemple, nous avons demandé à ce qu'il y ait un dispositif particulier d'accompagnement pour 10 000 jeunes étudiantes dans les filières technologiques et numériques qui soient accompagnées de manière pour renforcer le nombre de femmes diplômées et sur des parcours longs, vous voyez, de type 5 ans, master, école d'ingénieur. Et ça, il y a eu une annonce de la Première ministre le 3 mars dernier, qui reprenait donc cette proposition de 10 000 étudiantes dans les filières et métiers du numérique. Jean-Noël Barrot nous a annoncé vendredi dernier que c'était confirmé que ce dispositif allait être mis en œuvre.
Et maintenant, nous tentons de voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser un tel dispositif, 10 000 par an, pour un dispositif en régime régulier de 50 000 jeunes étudiantes dans les filières et métiers technologiques, numériques, accompagnés vers ces professions. Et ça, c'est tout à fait important. J'ai juste un petit exemple peut-être à mentionner pour rendre ça un peu concret. Un levier d'action, selon moi, qu'on peut actionner, c'est les témoins du harcèlement. Puisque la victime, c'est souvent difficile d'en parler et la personne qui commet le harcèlement ne va pas en parler, bien sûr. Les témoins, par contre, on peut leur expliquer au cours d'une simple formation comment réagir. Parce qu'en fait, certains ne savent juste pas comment réagir. Est-ce que je dois en parler à mes parents, à l'établissement? J'ai peur d'en parler. Est-ce que je vais passer pour une balance? Donc là, on peut simplement donner les réflexes à avoir. Et ça, simplement ça, en fait, ça peut déjà avoir un effet. En fait. Donc ça, c'est pas très long. Ça peut se faire sur une demi-journée de formation en 6e, je sais pas. Je pense que c'est ce genre de mesures qu'on peut déjà faire. Ça, c'est un peu pansement, mais ça fait déjà une première... ça aide un peu, je pense. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça après. Allez, dernière actualité, c'est l'Europe qui travaille sa réglementation autour du déploiement des intelligences artificielles. Et là, eh bien, en France, on se pose la question, est-ce que le Parlement européen ne va pas un petit peu trop loin sur la réglementation? C'est Jean-Noël Barrot qui parle. Bon, évidemment, il faut encadrer l'IA, mais il nous dit à ce stade, la position du Parlement est excessive. Est-ce que vous avez été surpris par cette prise de position déjà de notre ministre du numérique en France? Non. Non, c'est une bonne position. La réglementation, je pense que Henri pourra élaborer là-dessus, la réglementation aujourd'hui essaye de contrôler un phénomène qui lui-même n'est pas du tout défini. Or, nous avons besoin de cette recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle. Mon point, il me semble, c'est l'application de l'IA dans les plateformes qui distribuent massivement cette IA. Donc, de manière très simple, il suffit de réguler la manière dont la technologie est distribuée et peut avoir un impact sur les humains, notamment lorsque la déception est organisée de manière massive. Donc je parle bien des plateformes comme Twitter, comme Meta, Facebook, qui sont des vecteurs de distribution massifs. Et qui sont déjà sous le coup de réglementation, Voilà. Le DSA, le DMA. Tout à fait. Donc il faut évidemment utiliser le cadre réglementaire qui est déjà en place, le mettre en œuvre, l'appliquer de manière radicale. Et ensuite, l'intelligence artificielle, c'est un sujet de recherche. Je pense que Henri a d'autres arguments sur ce point. Mais des arguments courts, parce qu'on arrive à la fin du débrief. Alors, de manière très courte, Jean-Noël Barrot connaît très bien ces sujets. J'appelle votre attention sur le fait que son directeur de cabinet, Renaud Vedel, était, il y a encore moins d'un an, le coordinateur national pour l'intelligence artificielle à la Direction générale des entreprises. Deuxièmement, nous pensons qu'en l'état, il y a trop de débats et trop d'imprécisions et trop d'imperfections dans ce texte, et qu'il vaut mieux pas de texte que ce texte. C'est plutôt personnel, mais enfin... Pour moi, c'est tranché comme avis. Je rencontre beaucoup... Non, mais... Et par ailleurs, nous pensons qu'il ne faut pas une régulation hard avec un texte qui aille très profondément définir tous les sujets de l'IA, parce qu'il n'embrassera pas la réalité de ce que sera dans 5 ans ou dans 10 ans l'intelligence artificielle. Mais Guillaume Avrin, qui a pris la relève de Vedel, justement, disait la même chose. On doit pouvoir avancer sur ces sujets d'IA aujourd'hui en France et en Europe et expérimenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Yann Lechel de Sens Digital, Léo Briand de Vita Science, Henri Dagrin du SIGRAPH qui viendra nous partager sa proposition prochainement et Fabien Dombard de Sequoia.io. On se retrouve après la pause. Deuxième partie de Smart Tech, vous nous regardez sur Bismart, vous nous suivez aussi en podcast beaucoup, c'est votre quotidienne sur l'innovation et les technologies. Et restez avec moi en plateau, l'entrepreneur Yann Lechel. Merci beaucoup Yann. Et c'est le moment de notre interview, l'interview avant le week-end. Vous allez voir, on va découvrir une plateforme avec Sharan Béranger. Vous êtes la responsable partenariat et développement chez Office Riders. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà très bien cette plateforme, mais pour tous les autres, je vais rappeler, donc c'est un lieu où on peut mettre à louer son appartement pour la journée uniquement. Une sorte de Airbnb, mais de 8h à 20h, pendant qu'on est parti travailler. On peut proposer notre appartement à louer à qui? Des entreprises,
Oui, effectivement. Donc, Office Rider, c'est Des une productions différentes cinématographiques. typologies d'entreprises. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un peu sur le même modèle que Airbnb. C'est une économie collaborative qui permet de pouvoir réserver à la journée des espaces authentiques et atypiques de particuliers à destination des entreprises. Donc, c'est des mètres carrés réutilisés à la journée à destination des entreprises pour organiser divers types de projets, séminaires, formations et également la partie production. Ouais. Mais par exemple, pour un tournage de film, ça peut être intéressant d'aller tourner dans un appartement, mais ils ne vont pas tout démonter tous les jours, tous les soirs, pour remonter l'ensemble du dispositif le lendemain matin. Alors, c'est intéressant parce qu'après la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un questionnement sur la partie espace de bureau, espace de travail physique. Beaucoup d'entreprises ont mis fin à leur bail immobilier ou alors ont réduit considérablement leur espace de travail pour adopter une politique de travail hybride. Donc, on a énormément d'entreprises aujourd'hui qui vont aller vouloir sortir du cadre quotidien du bureau, les 4 murs blancs de la salle de réunion pour justement aller organiser un séminaire, une réunion dans un espace de travail agréable à la journée pour la cohésion d'équipe et la créativité. Il y a également ce phénomène de snack content. On voit tous, il y a un phénomène de création de vidéos, il en faut toujours plus. Et on a remarqué que depuis la crise du Covid, beaucoup d'agences de production et beaucoup de métiers créateurs de contenu vont beaucoup moins dans des studios, mais au contraire, utilisent de plus en plus d'espaces atypiques, des cadres, des décors naturels pour organiser leur production, shooting et vidéo. Ça coûte moins cher et c'est plus pratique. Pourquoi ? Parce que c'est des décors qui sont déjà faits. Il suffit simplement de venir avec son équipe et son matériel, d'utiliser le décor, de faire son petit business et ensuite de repartir. Donc c'est vraiment pratique et c'est dans l'air du temps, que ce soit du côté réunion. Et quel type de biens sont particulièrement prisés ? Alors, du coup, sur la plateforme, on a vraiment diverses typologies d'espaces. Chaque particulier, propriétaire ou locataire, est en mesure de pouvoir mettre à disposition en journée et également en soirée ces mètres carrés. Ça peut être des lofts, des appartements, des maisons. La seule contrainte, il faut simplement que l'espace soit atypique, chaleureux, agréable et qu'il y ait un minimum de mètres carrés pour pouvoir recevoir les entreprises. Après, Office Riders, pour vous donner quelques chiffres, c'est 3000 espaces en France, 2000 espaces dans la région parisienne, donc ce qui montre qu'il y a quand même une forte demande dans cette partie de France. Pas que, on a également ouvert à Lyon. Donc aujourd'hui, même si je suis locataire, je peux mettre à disposition mon appartement. C'est pas considéré comme de la sous-location ? Alors, on est sous le coup de quel type de réglementation là ? C'est une bonne question. Si tu es propriétaire, il n'y a pas de problème. Tu peux faire de la même type que Airbnb, louer en location à la journée. Lorsque tu es locataire, bien évidemment, tu dois demander l'accord à ton bailleur. Ton bailleur est tout à fait en droit de te dire oui ou non. D'accord. Donc, avec Office Riders, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui propre à la location de son bien en journée. En revanche, il y a quand même des normes et le bailleur doit être en accord. Et est-ce que vous êtes sur le même type de règles qui s'imposent de plus en plus à Airbnb au niveau de la fiscalité, au niveau aussi de la limitation du nombre de meublés dans certains quartiers de Paris en particulier ? C'est ce que veut faire la mairie de Paris en tout cas ? Oui, alors du coup non, il n'y a pas de normes quant au nombre de jours où tu peux louer ton appartement. En ce qui concerne la partie imposition, bien évidemment c'est la même que Airbnb. D'accord. Maintenant, pas de minimum de jours, ce qui est assez intéressant parce qu'à la différence d'Airbnb, tu peux simplement réutiliser tes mètres carrés à la journée pour les entreprises. Tu es au bureau où tu pars en voyage et le but, c'est vraiment de pouvoir avoir moins de contraintes qu'Airbnb parce que tu n'as pas à faire le ménage et à changer les draps. Au contraire, tu laisses simplement ton espace aux professionnels durant la journée. Et uniquement des professionnels. Uniquement des entreprises, oui. C'est ça. Et pendant les Jeux Olympiques 2024, là, ça va être l'explosion totale, j'imagine, parce que chez Airbnb, là, ils parlent de chiffres complètement incroyables. Ils nous disent que plus d'un Parisien sur 5 veut louer son appartement pendant la période des Jeux. Oui. Comme on a pu voir sur des événements sportifs les années précédentes, on attend quand même un flux de personnes sans précédent. Et à un an, bientôt, des JO 2024, c'est maintenant qu'il faut penser à la saturation immobilière et à la flambée des prix. Donc, concrètement, oui. On arrive à la fin, allez-y. Donc, concrètement, c'est vrai qu'on a énormément d'entreprises de comités olympiques, d'entreprises partenaires, d'entreprises autour de la santé, des marques de sport qui vont aller rechercher
des mètres carrés, et du coup, on va les mettre. C'est le moment d'aller mettre son appartement sur Office Riders. Yann. Absolument, mais je pense que ces plateformes sont essentielles justement pour mutualiser ces ressources qui ne sont pas utilisées dans la journée. Ouais. On quitte tous son appartement pour aller travailler, modulo ceux qui font du télétravail, mais ces plateformes, on parlait d'ubérisation de la société. Autant il était possible de le faire pour une flotte de véhicules, il faut le faire pour l'immobilier par ailleurs. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On a juste un dernier regard sur où va le web très vite dans Smart Tech. Et on va parler dans Où va le web de Alibaba, le chinois Alibaba qui lance son Cloudverse. Quand un géant du web et une star de la blockchain se rencontrent, ça donne Cloudverse. Le chinois Alibaba et Avalanche se lancent ensemble dans le métavers. Ils proposent en fait aux entreprises de générer leur propre univers immersif à partir de rien. Ce sont eux qui s'occupent de tout, de la conception à la construction, en passant par la gestion et la maintenance de votre métavers. Et en seulement 1 mois et demi, pour ça, chacun son expertise. Avalanche apporte la technologie nécessaire à la construction de ces espaces et Alibaba, lui, s'occupe de tout le stockage de données. C'est son domaine, les infrastructures cloud. Alors que les grands groupes américains semblent délaisser leur projet métavers, Alibaba et Avalanche comptent eux ici sur les entreprises plus moyennes qui ont tout intérêt à ne pas laisser filer le train du Web 3. Créer son métavers permet d'augmenter son trafic client et dans le métavers, le public est mondial. Il permet aussi de promouvoir la notoriété de son image de marque. Alibaba ne s'arrête pas là dans sa course au Web 3. Le géant chinois lance en parallèle son IA générative, un chatbot type ChatGPT déployé sur sa plateforme et à terme sur toute sa gamme de produits. Merci à tous de nous suivre très fidèlement. C'était Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation, le numérique, avec Yann Lechel aujourd'hui qui est resté jusqu'à la fin avec nous. Merci beaucoup Yann et Sharan Béranger. Vous reviendrez nous reparler d'Office Riders au moment du démarrage des Jeux Olympiques 2024. Avec grand plaisir. À très vite.